Culture Soccer. Bonjour tout le monde et nous voilà pour un nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast. Donc le podcast qui couvre toute l'actualité du soccer en Amérique du Nord. Aujourd'hui, Adi Raphaël, votre hôte, et je suis rejoint par le co-rédacteur en chef de Culture Soccer, Anthony De Varenne. Monsieur De Varenne, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi, Adi? Ouais, ça va. Écoute, on se débrouille, on vit la vie, comme on dit, hein? Ouais, exactement. Cool. Ben écoute, Anthony, aujourd'hui, on a un programme où on va parler, bien sûr, de MLS parce que ça commence à vraiment chauffer. On est dans le dernier droit. Il reste plus que 2 semaines avant la fin du calendrier de la saison régulière. On sait que la dernière journée devrait être la fin de semaine du 8 novembre. Après, bon, il y a certaines équipes qui auront peut-être pas joué les 23 matchs. On va en parler un peu plus tard, mais n'empêche, la saison régulière devrait se terminer le 8 novembre, quel que soit le nombre de matchs joués par les équipes de la MLS. On le sait, c'est une saison extrêmement difficile, n'est-ce pas, Anthony? Oui, exactement. Je pense que les joueurs qui aiment ça quand c'est organisé, qui aiment ça voir leur plan de match et vraiment là, savoir que dans 3 jours, ils vont affronter telle équipe, dans 2 semaines, telle équipe, ben eux, ce genre de joueurs-là a été assez déboussolé cette saison et aussi ça l'a poussé la Ligue à changer un peu les règles. Par exemple, en début de saison, il y a des clubs qui, selon moi, ont été avantagés quand ils affronteraient tout le temps les mêmes 3-4 équipes. Et si ça donnait que dans ces 3-4 équipes-là, il y en avait une un peu plus faible, c'était assez difficile pour elles. Par exemple, je me souviens qu'en début de saison, Atlanta, c'était assez faible et ça l'est un peu toujours, là, et à chaque fois que Nashville les affrontait, on gagnait. Donc, c'est des choses comme ça que ça a peut-être eu un peu de désavantage pour quelques équipes. Soit dans le positif ou dans le négatif, là, mais non, ça a été une saison, et ça l'est toujours une saison assez extraordinaire, là. Ouais, effectivement, c'est extraordinaire. Et puis, on le sait, beaucoup d'équipes ont des problèmes avec le virus qui se propage, donc ils finissent par reporter des matchs et ainsi de suite. C'est le cas de, par exemple, des Colorado Rapids qui avaient eu plusieurs matchs qui étaient reportés. Je pense presque 6 matchs qui étaient reportés à un moment donné. Et puis, finalement, enfin, ils sont revenus hier au jeu. On va parler un peu des matchs d'hier et revenir un peu sur la situation au classement présentement. Du côté des Rapids, c'était un retour au jeu enfin après plusieurs matchs reportés. Ils jouaient à Kansas City face au Sporting Kansas City. Grosse défaite pour les Rapids, malheureusement. Une défaite de 4-0. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette défaite-là, mon cher Anthony? Est-ce que tu trouves que c'est le fait qu'ils aient pas joué autant de matchs, le fait je pense que c'est les 5 derniers matchs ou les 5 derniers matchs qui ont été repoussés. Est-ce que tu penses que ça a joué, c'est rentré dans la balance et c'est pour ça qu'ils finissent par vraiment manger le raclé de 4-0 face à Kansas City? Oui, c'est sûr, quand ça fait plusieurs semaines que tu n'as pas fait de match et tu affrontes, on pourrait dire, l'équipe qui est en forme dans l'Ouest, Kansas City, là, qui est dans les premières places, ben, c'est sûr que ça paye pas avec un Pulido qui est en forme en plus. Si tu passes sur son chemin, ça risque d'être assez difficile et on l'a vu aller. Et moi, personnellement, quand je vois un milieu de terrain à Jack Price, Colin Warner, je me dis que ça se peut que les choses se passent mal. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, assez lourd comme score, mais je m'attendais quand même à une victoire du Sporting Kansas City là, hier. Là. Oui, c'est ça. On en parlait la fois dernière avec Mathias Van Acht, comme quoi, bon, Pulido, Kansas City, après une saison très, très, très compliquée l'année passée, Kansas City a mis l'argent pour recruter un numéro 9 avec Pulido, à peu près aux alentours de 15 millions de dollars américains, si je me rappelle bien du chiffre.
Et Pulido, même si à un moment donné, c'était un peu ton flop, je pense, de la mi-saison, Ouais. si je me rappelle bien, Anthony, là, il reprend du poil de la bête. Il a marqué un super beau but hier contre Colorado. Et puis là, Kansas City se retrouve premier, et oui, tenez-vous bien, premier dans l'Ouest. Après une saison, ils n'ont même pas fait les séries. Est-ce que c'est surprenant de voir Kansas City rebondir aussi rapidement d'une saison à une autre, passer du pire au meilleur? Ben pour moi, quand tu recrutes Amadou Dia, l'ancien latéral gauche de Phoenix, c'est sûr que tu peux juste pouvoir C'est finir sûr que tu es bon parce que tu recrutes quelqu'un du USL, n'est-ce pas? Exact. Non, mais plus sérieusement, Pete Vermees, on le connaît très bien. C'est un des meilleurs entraîneurs en MLS. Et c'était une des rares fois qu'il y avait une saison désastreuse. Et ça l'a peut-être piqué dans son orgueil. Donc, il s'est arrangé pour pas que ça réarrive avec un recrutement assez intelligent avec Alan Pulido. Et en même temps, les jeunes de l'académie commencent à prendre de l'expérience, comme un Gianluca Buzio, un Jalen Lindsay. Ils prennent plus de place dans l'effectif. Il y a aussi Felipe Hernandez qui est entré en cours de match, Cameron Duke. Donc, il y a plein de jeunes qui commencent à s'épanouir sur le terrain et ça aide beaucoup Kansas City. Et en même temps, Eric Hurtado, que moi, personnellement, je l'avais rarement vu réussir en MLS. Il semble se plaire avec Kansas City. Parfois, il fait des buts importants. 4 buts en 12 matchs, c'est quand même quelque chose. Donc, il y a un mélange de plein de choses. Un bon recrutement, des joueurs qui tombent en forme qu'on ne s'attendait pas et des jeunes joueurs qui commencent à prendre de l'expérience. Donc, on pourrait dire que c'est une formule gagnante coordonnée par Pete Vermees. Exactement. Et puis bon, Colorado va devoir se reprendre très vite, même si maintenant, si on regarde un peu le classement à l'Ouest, Colorado se retrouve à la 11e place présentement. Oui, ils sont 11e. Par contre, vu qu'ils ont joué juste 14 matchs, alors que la plupart des autres équipes ont joué entre 18 et 20 matchs, Colorado, à ce moment-là, on devrait voir le classement par rapport aux points par match. Donc, Colorado se retrouve en fait 7e et devrait jusqu'à maintenant et encore dans le portrait des séries, donc dans les 8 premières franchises à l'Ouest. Est-ce que tu penses, Colorado, après tous ces problèmes-là, il devrait pouvoir jouer au moins 4 matchs, parce que si on compte 2 semaines, 2 matchs par semaine, il devrait jouer au moins 4 matchs. Donc, si jamais on gagne 2 matchs sur ces 4, on s'entend pour dire que Colorado fera les séries, non? Oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai peur pour Colorado, c'est s'ils ne se remettent pas en forme à temps. Parce que oui, il faut qu'ils gagnent 2 matchs, mais dans leurs 4 derniers matchs, sauf s'ils reprennent des matchs annulés, là, mais les 4 matchs qui sont dans leur horaire, on pourrait dire, c'est Minnesota qui est présentement en 4e place, Seattle qui est présentement en 2e place et Portland qui est présentement en 3e place. Donc, ils ont, selon moi, une des pires fins de calendrier dans l'association, dans la conférence Ouest. Et c'est ça va être assez difficile. Qu'est-ce qui pourrait leur sauver, c'est qu'ils affrontent Houston au dernier match de la saison. Mais on se rappelle que Houston, même quand ils n'ont plus rien à jouer, et ça ne veut pas dire ça avec le cas là, au dernier match, mais ils peuvent jouer les troubles-fêtes, parce que je me souviens d'un certain LA Galaxy qui s'était fait éliminer Un certain Zlatan. Je sais que la plupart de nos éditeurs, ils aiment Zlatan. Donc, Zlatan s'est fait zlataner par Houston Dynamo l'année passée. Il y a 2 ans ou l'année passée? Je dirais il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça aussi. Bref, oui, très bon, très bien de parler du calendrier. Parlons à ce moment-là de l'adversaire, du prochain adversaire des Rapids de Colorado, Minnesota. Les Loons, à ce moment-là, hier, se sont échappés, on va dire échappés parce que c'est vraiment ça, avec la victoire de Cincinnati à Cincinnati. Une victoire dans les arrêts de jeu grâce à un but de Aaron Schoenfeld à la 92e minute de jeu. C'est dommage pour Cincinnati. On le sait, Cincinnati, d'habitude, on s'attend à ce que Cincinnati joue un jeu de contre-attaque. Cette fois-ci, Minnesota lui a dit, tu sais quoi, on te donne le ballon,
puis nous, on va jouer en contre. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Des occasions vraiment dangereuses des deux côtés. C'est un peu injuste que Minnesota finisse par remporter la victoire, mais il n'empêche une victoire pour la meilleure équipe des deux. Minnesota qui s'échappe avec ça. Minnesota, ça allait pas très bien dernièrement, même si avec un match nul par exemple face à Houston, un match nul à Nashville, et puis là c'est une deuxième victoire de suite contre Cincinnati parce qu'il les avait battus déjà 2-0 le 3 octobre. Est-ce que pour toi, Minnesota est encore une équipe à battre du côté de l'Ouest? Est-ce que c'est une équipe qui peut être extrêmement dangereuse encore? Ou est-ce que tu penses que cette équipe-là fait un peu moins peur que l'année passée, par exemple, où c'était vraiment je veux dire, pas l'année passée, est-ce qu'elle est aussi bonne que ce qu'on trouvait, en fait, parce que lors de MLS is Back, c'était une des favorites. Est-ce que tu trouves que c'est encore une équipe qui peut faire vraiment mal aux adversaires de l'Ouest? Ben, c'est sûr que en ce moment, ça va moyen pour Minnesota. Leur dernière victoire, sauf contre le FC Cincinnati, date du 9 septembre contre Dallas. Donc, ça fait quand même un bout, là, environ un mois et demi. Et oui, il y a peut-être l'aspect forme, mais je pense qu'il y a aussi l'aspect qu'il y a des joueurs importants qui sont blessés. Tyler Miller, c'est pas mon gardien préféré en MLS, mais c'est quand même leur gardien important. Il est blessé. Opara, on sait, il est blessé. Anthony Dotson, qui commençait à prendre de l'importance dans l'effectif, est blessé également. Et Luis Amaria est blessé. Donc, c'est quand même 4 joueurs importants pour Minnesota qui sont blessés. Et ça fait que dans l'alignement d'hier, dans les joueurs qui ont débuté, il y a Dane Sinclair. C'est un gardien que j'aime bien, mais la saison passée, il était en USL League One. En troisième division, oui. Ouais, en troisième division. Donc, c'est des joueurs comme ça qui ont débuté et ça fait malheureusement que c'est un peu plus difficile pour Minnesota, là. Il y a Bakaye Dibassi qui a débuté. Il vient d'Amiens. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Peut-être que toi, tu vas pouvoir plus en parler, mais est-ce qu'il est la trempe MLS? Ben, c'est un bon défenseur central. Oui, il a de l'expérience. Il a 31 ans. Il était à Amiens en première division française pendant longtemps. Il a fait aussi les ligues un peu plus inférieures. Donc physiquement, c'est quelqu'un qui tient la route. Non, c'est un très bon joueur. Hein, et il faut pas oublier aussi qu'il est international malien aussi. Donc c'est un très bon joueur et oui, c'est normal. En fait, ils l'ont recruté pour qu'il soit titulaire. Je pense aux côtés de Opara, avec Boxall qui serait un peu le troisième à ce moment-là. Mais en tout cas, une rotation peut-être dans la défense centrale entre Dibassi, Boxall et Opara. Ben, dans ce cas-là, là, Opara est blessé. Mais non, c'est pas une surprise de voir Dibassi sur le 11 titulaire. On devrait le voir assez souvent. Et d'un autre côté, ce qui est bien, c'est que tu as parlé un peu de toutes les blessures du côté de Minnesota, mais contrairement à d'autres équipes dans la MLS, ben, Minnesota a été capable d'aller amener de la profondeur de banc. Donc, malgré toutes les blessures que tu as mentionnées, on a quand même sur le terrain des Ethan Finlay, des Kevin Molino, des Robin Lod, des Kei Kamara, des Osvaldo Alonso, des Yann Gregouche, des Romain Métanire, sur le banc, tu avais Emmanuel Reynoso, le joueur désigné, même Aaron Schoenfeld, le buteur, qui est pas un mauvais joueur non plus. Donc, quand même, tu as quand même une profondeur de banc qui peut beaucoup aider une équipe comme Minnesota. C'est vrai que c'était un peu compliqué pour eux dernièrement, mais moi, je m'en fais pas pour eux. Je pense que arriver aux séries, ils seront fin prêts pour être les plus constants possibles et créer vraiment du danger à ce moment-là. On a parlé un peu de Minnesota. Continuons un peu dans l'Ouest, on a quand même des équipes qui sont là, on s'y attendait, comme Seattle est là et en deuxième place maintenant, même que si jamais on va par point par match, ils devraient être quand même premiers parce qu'ils ont un match de moins que Kansas City. Bon, c'est pas une surprise de voir Seattle aussi haut, n'est-ce pas, Anthony? Non, c'est ça. Ben, on pourrait dire que comparé aux autres saisons, c'est une petite surprise parce qu'à d'habitude, ça va un peu plus en crescendo. Vraiment, ils commencent moyen leur saison, ils finissent tout le temps dans les tops et ils gagnent tout sur leur passage, même en série. Mais cette saison-ci, là, ils ont commencé très fort et dès le début,
Et je pense que c'est justement c'est dans les derniers temps que ça va un peu moins bien. Aucune victoire leurs 3 derniers matchs. Donc, j'espère qu'ils vont pas rentrer dans les séries éliminatoires, on pourrait dire dans un petit mou. Mais non, je pense que c'est rare que Seattle ont des mauvaises phases. Donc, je pense qu'ils vont se reprendre assez vite. Et c'est ça va être un match très intéressant là, mardi contre Vancouver, là, un match de la Cascadia Cup. Donc, ça va être un match très important pour les deux équipes. Parce que Seattle va vouloir, on pourrait dire, se relancer et retrouver sa première place, tandis que Vancouver va vouloir solidifier sa place en série. Donc, non, pour nos auditeurs, c'est un match que je recommande fortement. Oui, effectivement. Ben, ils avaient joué la première partie de la Cascadia Cup en jouant contre Portland, leur gros rival, en faisant un match nul, un partout. Seattle-Portland le jeudi. Quand même quelque chose d'assez cocasse dans ce match-là, mon cher Anthony. L'arbitre qui blesse un joueur. Donc, on voit à la 79e minute Kevin Leerdam qui rentre et qui percute l'arbitre Elfath. Et qui finalement, ça a l'air qu'il se blesse au cou. C'est assez drôle, ça rappelle un peu ce qu'on avait vu en Ligue 1 il y a quelques années, ou il y a 1 an ou 2 avec Tony Chaperon. Mais lui, Tony Chaperon, l'arbitre avait blessé intentionnellement, enfin avait essayé de tacler le joueur sur une réaction. Dans ce cas-là, l'arbitre de la rencontre, Elfath, il se rend même pas compte en fait pardon, c'était pas Leerdam, c'est Delem, pardon, je me trompe entre les deux souvent, que Jordi Delem venait en courant derrière lui, puis il lui donne un coup de coude. Donc, c'est quand même assez drôle quand on voit, mais après assez triste de voir ça. Brian Schmetzer a même mentionné que c'est la première fois de sa vie qu'il voit un joueur blessé par un arbitre. Est-ce que pour toi, l'arbitre est fautif quelque part sur ce geste-là? D'une part, c'est sûr que l'arbitre devrait toujours être conscient de l'espace qui l'entoure et tout, mais je vous invite à aller voir la vidéo. Quand on voit la vidéo, on voit vraiment que Delem arrive complètement dans le dos, c'était vraiment hors de la vision de l'arbitre. Donc, c'est ça, j'ai de la misère à donner la faute à Elfath, à part le fait qu'un arbitre devrait toujours être conscient de son espace qui l'entoure, mais c'est dur lui lancer des pierres. C'est complètement accidentel. Il voyait même pas le joueur arriver. Donc, je sais pas. Jordi Delem aurait pu regarder où est-ce qu'il allait aussi. Vraiment, je pense qu'il n'y a personne de fautif dans l'histoire. Mais c'est sûr que Seattle peut demander des compensations. Par exemple, si Delem, c'est une blessure à long terme, c'est sûr c'est dommage pour Seattle. Mais non, c'est ça. L'arbitre n'est pas fautif, mais si la blessure semble être sur le long terme, c'est sûr la Ligue pourrait faire quelque chose. Mais j'ai aucune idée. Là, ça m'a venu à l'esprit dans les dernières secondes. Ouais, écoute, très sincèrement, je suis d'accord avec toi. Je pense que personne n'est fautif. Et je pense que c'est très important de le mentionner. Ni l'arbitre est fautif parce qu'il ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un joueur qui viennent derrière lui. Il s'attend à ce que le joueur le regarde. Et d'un autre côté, Jordi Delem, il est tellement concentré sur le ballon qu'il ne voit pas que l'arbitre est en train de reculer. Donc bref, malheureusement, ça fait partie du sport. Espérons que Delem va se sentir bien après cet événement-là, parce que il paraît que c'est quand même une blessure au cou. Il n'y a pas de commotion cérébrale, mais c'est une blessure au cou et ils vont évaluer ça dans les prochains jours. Donc on attendra et on espère que Jordi, que tu te portes bien si jamais tu nous écoutes. Je sais que de temps en temps, peut-être que tu nous écoutes ici, j'espère que tu vas bien, puis fais attention à toi et on espère te revoir très vite sur pied. Mais dans ce match-là, on a un match nul contre Portland, donc un partout. Seattle qui vient en fait égaliser un peu dans les dernières secondes aussi. Will Brown qui marque à la 93e minute. Est-ce que pour toi, Seattle devrait faire attention? Parce que, bon, tu as du mal contre des équipes comme Portland. On voit que tu as perdu, par exemple, Seattle a perdu son match contre Portland le 23 septembre, par exemple.
un match nul ici. Est-ce que tu penses que Seattle, il manque, est-ce que c'est le même Seattle que l'année passée ou est-ce qu'il manque quelque chose selon toi? Ah ben, selon moi, j'aime ce que je vois de Seattle cette année. Vraiment, on pourrait dire que c'est des nouveaux joueurs qui prennent un peu les choses en main. Mais non, je pense que Seattle est aussi fort que l'année passée. C'est juste que parce que on se base sur les 3 derniers matchs que ça a été un peu moins bien, mais avant ça, ils étaient sur une série de 3 victoires. Euh, Ils étaient sur une série, c'est ça, 3 victoires, 5 victoires dans leurs 6 derniers matchs, donc ça allait super bien. Je pense que c'est juste un petit mou La là. fatigue, là. Ouais, c'est ça, la fatigue. Et je pense justement, ils font quand même bien c'est ça, peut-être mettre le véhicule des Sanders sur le frein un peu pour arriver en tirant un peu de forme. Ça a vraiment été une saison régulière déstabilisante pour tous les joueurs. Et je pense que si justement le petit mou est contrôlé par Ben Schmetzer, ça va peut-être même finir en avantage là, quand les séries vont débuter. Et en même temps, ça permet à des jeunes joueurs d'avoir peut-être un peu plus de temps de jeu. Par exemple, c'est sûr qu'il est rentré par blessure, mais Alex Roldan est rentré en match, par exemple, contre Portland. Shandon Oppo également. Donc, c'est des jeunes comme ça qui rentrent en jeu et qui font quand même bien. Moi, qu'est-ce qui me surprend cette saison, c'est de voir un Shane O'Neill quand même bien faire Titulaire, avec. hein? Ouais, titulaire et quand même bien faire avec Seattle. On se rappelle que Shane O'Neill, il jouait à Orlando City dans leur pire moment. Donc, je m'attendais pas à le voir à un niveau acceptable, disons. Donc, non, on fait des belles découvertes. Et non, c'est ça. Vraiment, pour Seattle, c'est ça. Je garde ma confiance en eux. Il n'y a pas de problème avec ça. Ouais, mais moi aussi, par contre, quand même, il y a eu un échange quand même assez intéressant dernièrement avec Seattle qui envoie Handwala Bwana, le latéral, pardon, l'ailier Bwana pour un autre ailier de Nashville, Jimmy Medranda, qui est capable de jouer sur toute l'aile gauche. Medranda est capable de jouer que ce soit en tant que latéral gauche, milieu gauche ou ailier gauche. Est-ce que pour toi, c'est un pas du côté de Nashville, on va en parler Nashville plus tard, mais du côté de Seattle, est-ce que tu comprends pourquoi ils échangeraient Bwana, qui est quand même un joueur, un jeune joueur, mais qui avait plus trop de place en fait dans cet effectif-là, pour un joueur assez polyvalent pouvant occuper tout le couloir gauche? Est-ce que tu trouves que c'est un échange intéressant pour Seattle? Oui, c'est sûr. Je pense même qu'Antoine Latran en parlait là, sur le compte de Culture Soccer, mais vraiment, on sent que Seattle, c'est un peu là, l'année ou jamais. Leurs joueurs sont dans l'apogée de leur performance. Comme on le voit, là, Seattle a quand même beaucoup de blessés également, des blessés importants. Joevin Jones, Brad Smith, les deux jouent à gauche. Donc, c'est sûr qu'en allant chercher un Jimmy Medranda qui revient en forme sous peu, ça va un peu les aider là, et rajouter de la profondeur. Surtout que c'est un joueur quand même jeune, 25-26 ans, et qui a plus de 100 matchs en MLS. Donc, vraiment, c'est un joueur parfait pour Seattle. Et même si dans les prochaines années, Seattle décide de reconstruire, il pourrait reconstruire sur Medranda sans problème. Donc, personnellement, moi, je ne peux pas donner mon avis sur le joueur. Je pense qu'il a joué une fois avec Nashville et il s'est blessé. Donc, malheureusement, c'est ça. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'il n'a pas joué en MLS. Il y avait eu une grosse blessure à Kansas City. Là, il y a eu une autre blessure à Nashville. Donc, je pense que l'enjeu de cette transaction, c'est de voir si Medranda va pouvoir revenir en forme au niveau qu'il avait précédemment. Mais non, je pense que pour Seattle, c'est une très belle acquisition là, qui ajoute de la profondeur partout. Justement, tu disais, il peut même jouer, je pense, milieu central. Donc, c'est vraiment là un petit couteau suisse. Parfait, parfait. On va parler un peu, avant de clôturer de l'Ouest, on va juste parler encore de deux équipes. Je vais juste donner le classement jusqu'à maintenant. Donc, Kansas City premier, Seattle Sounders, Portland Timbers, Minnesota United, LAFC en 5e position, FC Dallas en 6e. Et les deux qui m'intéressent, c'est les Whitecaps de Vancouver et les San Jose Earthquakes. C'est les deux équipes
qui sont avant-dernière et avant-avant-dernière en différence de but. Les deux équipes sont sur le point de peut-être se glisser dans les séries éliminatoires. Comment tu peux expliquer que deux équipes qui ont encaissé 41 et 45 buts se retrouvent encore dans la lutte pour des playoffs, Anthony? Ouais, ben bien, c'est parce que cette année, c'est très serré. Quand on regarde les fins, à partir de la 5e place jusqu'à la 12e place, il y a seulement 7 points qui séparent. Donc, je pense que ces équipes-là ont eu quand même beaucoup de difficultés, mais en même temps, les autres ont pas eu beaucoup de succès. Donc, ça fait que même si, par exemple, Vancouver, le début de saison a été désastreux, ben là, ils commencent un peu à être plus en forme et ça fait qu'ils peuvent rattraper leur retard, on pourrait dire. Et d'un autre côté, c'est ça. Ben, il n'y a pas d'autre côté, j'allais dire, ils marquent beaucoup, mais ils ne marquent pas tant beaucoup. Donc vraiment, je pense qu'ils ont eu de grosses raclées, peut-être des 6-7-0, et ça fait que, comme San Jose a eu un 7-1, 7-0 contre Seattle à un moment de la saison, je pense que Vancouver a eu le même genre de score. Donc ça fait aussi, ça aggrave beaucoup le score, parce que sans par exemple, ce 7-0, 7-1, je pense, de San Jose, il serait à 38 buts encaissés, qui Ce est quand qui est même énorme beaucoup. quand même. Oui, qui est énorme, mais qui est à seulement 4 ou 5 buts du pire, de la pire défense entre LAFC et le LA Galaxy, là, si on enlève justement Vancouver et San Jose. Donc, oui, ça resterait pénible, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est quand ils perdent, parfois ils perdent assez lourdement, et je pense que ça affecte un peu le différentiel, mais à part ça, ils ont quand même eu on pourrait dire, leur moment de succès là, durant la saison. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est ça le problème. Dans ces deux équipes-là, c'est la même chose. C'est que quand ils perdent très lourdement. On regarde un peu San Jose, les fois où ils ont perdu. Tu as parlé, toi, du fameux 7-1 contre Seattle, mais il y a aussi un 5-1 contre LAFC, il y a un 6-1 contre Portland, il y a un 5-0 contre Colorado. Et par contre, voilà, quand ils gagnent, ils gagnent aussi par des gros scores. On a un 4-0 contre LA Galaxy, par exemple, qui est quand même un très bon score. On a un 3-0 contre Vancouver à un moment donné. Bon, après, il y a quand même aussi ces petites victoires-là. Mais n'empêche, c'est des équipes qui sont... c'est jamais moche à voir, en fait, parce qu'il y a Ouais. toujours beaucoup de buts. C'est soit ils vont gagner lourde, ben, en tout cas pour San Jose surtout. Soit ils vont gagner avec plusieurs buts, soit ils vont perdre avec plusieurs buts. Du côté de Vancouver, c'est différent. C'est une équipe qui est beaucoup plus compacte, sauf que malheureusement, des fois, ça marche pas. Il faut dire aussi qu'ils ont eu beaucoup de blessures. Et bon, aussi, ils ont quand même eu plusieurs défaites assez lourdes, dont le fameux 6-0 contre LAFC à un moment donné. Mais n'empêche, quand ils sont maintenant, par exemple, Vancouver, c'est une équipe qui est sur une très, très bonne lancée. Si on regarde un peu les 4 derniers matchs, ben, Vancouver a 3 victoires contre Real Salt Lake, LAFC et San Jose, par exemple. Vancouver est vraiment en train de redresser la pente. Tout le monde pensait que Marc Dos Santos était sur la sellette. Ben, et là, il est en train de prouver que quand ses joueurs sont disponibles, ne sont pas blessés, il est capable de réaliser quelque chose. Donc, quand même, très, très bien pour le club canadien de Vancouver. Du côté des mauvais joueurs, ben, on peut pas passer et on peut pas finir cette conférence de l'Ouest sans parler du LA Galaxy. Hein. LA Galaxy, 18 points en 17 matchs. Euh, Est-ce qu'on peut être plus déçu que ça de voir LA Galaxy avec tout l'argent qu'ils ont, tout le support qu'ils ont, toute l'histoire qu'ils ont, se retrouver aussi bas que ça? Et pour toi, Anthony, Schelotto, il est en poste jusqu'à quand? Parce qu'on arrive à un moment où ça marche juste plus. Ouais, c'est ça, vraiment, là, c'est assez désastreux pour les Galaxies. J'ai l'impression qu'à chaque début de saison, on est un peu plus optimiste. Ils ramènent de bons joueurs et finalement, ça finit toujours mal. Il- Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu les Galaxies dominants, comme par exemple Seattle est capable de le faire à chaque saison. Ça date de 2014, l'année qu'ils étaient champions. Sinon, ça fait très longtemps là,
qu'ils n'ont pas gagné plusieurs matchs de série. Oui, la saison passée, ils ont fini en demi-finale de conférence, mais en MLS, quand tu vas être dans le top, c'est pas assez une demi-finale de conférence. Et malheureusement, j'ai l'impression au LA Galaxy, ils commencent vraiment à avoir une culture de la loose. C'est ça, parce qu'ils ont des bons joueurs. Quand on regarde, par exemple, le 11 qui a gagné contre Vancouver, Efrain Alvarez, je pense que toutes les équipes de MLS le voudraient. Il y a Christian Pavón, c'est la même chose. Kleshtan, à un moment, c'était un des meilleurs milieux offensifs de la MLS. Sébastien Leggett, c'était un C'est un excellent joueur, un des joueurs les plus sous-évalués de la MLS selon moi, Sébastien Leggett. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que tous les joueurs du LA Galaxy, individuellement parlant, c'est des joueurs qu'aucune équipe de MLS ne voudrait pas. Mais quand tu les mets Perry Kitchen, je le veux pas. J'aime pas ce joueur-là. Excuse-moi de t'avoir interrompu là, mais j'aime pas ce joueur-là. Ouais, mais c'est quand même un international américain, donc il pourrait avoir un certain niveau, mais moi non plus, c'est pas un jeu. Quand je pense à un milieu de MLS, je pense pas à Perry Kitchen, mais c'est quand même un international américain. En défense, il y a un international costaricain qui a joué en Serie A et vraiment, j'arrive pas à trouver la raison du LA Galaxy. Pourquoi? Vraiment, c'est des bons joueurs. Quand ils ne sont pas ensemble, mais tu les mets ensemble et ça marche pas. Ça marche pas. Donc, je me demande si c'est au niveau du recrutement qu'ils vont pas chercher des joueurs complémentaires ou c'est simplement Skeletto qui fait mal à sa job, mais en même temps, quand on regarde qu'est-ce qu'il a fait avec Boca, j'arrive pas à trouver la raison, mais c'est sûr qu'il va falloir un renouveau. Et souvent, quand on pense au renouveau, ça passe par un nouvel entraîneur à 90% du temps là, dans un club de soccer. Donc, j'ai l'impression que si le LA Galaxy ne se qualifie pas, je donne pas cher de sa peau. Et même s'ils sont derniers, ça se peut qu'ils se qualifient. Il leur reste, le LA Galaxy est à 17 matchs de jouer, 1,6 points par match. Donc, il leur suffit tout simplement de 2 victoires, on pourrait dire. Là, ils pourraient être dans la course. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je pense que s'ils se qualifient en série, ça se peut que les dirigeants soient un peu plus laxistes sur les choses. Mais non, s'ils se qualifient pour les séries, je donne pas cher de sa peau. Je ne sais pas si t'es du même avis. Ah ouais, ben écoute, moi je pense que déjà, ils sont déjà en train de réfléchir et je pense que c'est déjà dans les plans. Après, il faut comprendre qu'on est en période de COVID. Quel est le contrat de Schelotto? Parce que si on le renvoie, il faut payer des pénalités. Est-ce qu'ils vont pouvoir couvrir le contrat de Schelotto si jamais ils le renvoient, combien ça leur coûterait, ainsi de suite. Et qui ramener aussi, parce que c'est ça l'important. Moi, je pense pas que... Je pense que Schelotto est vraiment quelqu'un, il est fautif quelque part. D'un autre côté, c'est plus la personne qui s'occupe du recrutement qui est fautive. Est-ce que c'est Schelotto qui s'est occupé du recrutement ou est-ce qu'il fait avec ce qu'on lui donne? Et c'est ça qu'il faut aller voir. Et c'est cette personne-là qui s'occupe du recrutement qui a un problème. Ça fait plusieurs années de suite qu'on dit que Los Angeles a besoin d'une défense. Puis à chaque fois, on recrute de nouveau des attaquants et des joueurs offensifs. Mais il n'est pas là le problème. Le problème est défensif. On le sait depuis très longtemps. Tu as parlé de l'international costaricien Giancarlo Gonzalez qui est là. Oui, c'est vrai. Par contre, la plupart du temps, on se retrouve avec Nick Depuy en défense centrale. Nick Depuy, c'est un attaquant de formation qui se retrouve en défense centrale. Oui, il est capable de bien faire, mais est-ce qu'il est capable d'être le défenseur central star d'une équipe qui truste les premières places en MLS? Non, vraiment pas. Donc, bref, arrivé à un moment, il faut que les dirigeants du LA Galaxy se regardent dans le miroir et réalisent que le problème est défensif et qu'il faut aller recruter une charnière centrale et des latéraux qui font du sens. Le gardien, ce n'est pas un de mes préférés, David Bingham, mais il est capable de faire le travail. Il faut juste trouver la bonne brigade devant lui pour l'aider. Après, pour le flop de l'année jusqu'à maintenant, Chicharito, on n'est pas loin. 10 matchs joués, toutes compétitions confondues avec LA Galaxy, un seul but pour le joueur désigné du LA Galaxy qui était supposé les ramener vers un autre niveau. Je suis désolé, mais Chicharito, il n'a rien foutu.
bon, il a été blessé, je suis difficile, mais n'empêche, quand un joueur arrive comme ça, il arrive en grande pompe, il y a 75 millions de vidéos qui viennent, comme quoi c'est la nouvelle star et c'est celui qui va tout soulever, ben, quand tu as 10 matchs, ben, je m'attends au moins que dans ces 10 matchs-là, que tu aies 3 ou 4 matchs où tu as été bon. Ben, sur les 10 matchs, oui, il a marqué un but, mais il a été bon sur aucun match. Donc là aussi, il y a un problème, n'est-ce pas, Anthony, par rapport à Chicharito? Ouais, c'est ça. Je pense que les Galaxy voulaient un peu un remplaçant à Zlatan, un buteur qui peut marquer à n'importe quel match, dans n'importe quel moment, et justement leur sauver des matchs comme Zlatan avait fait dans le El Clasico il y a 2 ans. Et malheureusement, Chicharito, jusqu'à présent, comme à l'image de sa fin de carrière dernièrement, c'est un peu un flop, on pourrait dire. Mais non, je suis assez sévère pour lui. Mais non, vraiment, je pense que c'est un des pires flops dans les dernières années de la MLS. Vraiment, c'est un joueur qu'on attendait pour le LA Galaxy. Surtout, comment il est arrivé, ça doit être assez dommage pour lui, la pression qu'il doit ressentir en ce moment. Même si c'est juste de la pression MLS, on pourrait dire, là, il a quand même vécu de grands clubs, là, mais même la pression MLS, on dirait qu'il y a de la misère à la gérer parce que un joueur de sa trempe, avec une arrivée de sa trempe, il faudrait au moins qu'il marque plus qu'Eric Hurtado. Là. Je pense que c'est la base. Là. Exact. C'est vraiment la base, comme tu le dis. Écoute, on a fait un gros focus sur l'Ouest et en fait, c'était ce qu'on voulait faire aujourd'hui et cette semaine en MLS. Mais on va passer rapidement un peu dans l'Est quand même, mentionner quelques petites choses sans vraiment s'attarder là-dessus. On fera le focus sur l'Est la semaine prochaine pour le prochain épisode. Mais du côté de l'Est, un petit point sur le classement. Philadelphie premier avec 41 points. Toronto, même nombre de points, deuxième. Le Crew de Columbus, Orlando City, New York City FC, les Revs de New England, les Red Bulls de New York, Nashville, Montréal, l'Inter Miami. On a Chicago qui est juste derrière, Atlanta, DC United et Cincinnati. Parlons un peu rapidement de ce classement-là. Bon, à part, on en a parlé plusieurs fois, à part Atlanta United qui est vraiment très, très, très décevant. Est-ce qu'il y a une équipe que tu vois qui a une place où tu t'attendais pas vraiment, en fait, Anthony? Ouais. Moi, personnellement, par exemple, dans les personnes qualifiées, même si j'adore Nashville, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à la 8e place parce que c'est une nouvelle équipe, parce que déjà avec l'instabilité qu'on vivait en ce moment, vraiment, j'avais des attentes un peu plus basses. Mais au niveau des équipes non qualifiées, c'est sûr qu'en début de saison, un Atlanta United, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus haut. Vraiment, c'était un peu la deuxième saison de Frank de Boer et vraiment, après la première saison qu'il avait fait, une saison quand même satisfaisante, c'est ça, je m'attendais à quand même plus d'eux, donc même DC United avec Ben Olsen, on s'entendait peut-être un peu mieux pour eux, et c'est ça, c'est deux équipes qui ont gravement déçu, et d'ailleurs, ils ont perdu leur poste d'entraîneur, mais non, vraiment. À part ça, je pense que Chicago Fire, oui, c'était bien les recrutements qu'ils avaient faits, mais finalement, on pouvait les attendre un peu plus haut, mais pas, je pense, dans le top 5 et tout. Donc, vraiment, là, dans l'Est, il y a eu quelques surprises cette saison. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi. Ouais, ben quelques surprises, c'est sérieusement beaucoup moins que dans l'Ouest. Moi, je m'attendais, par exemple, dans l'Ouest, le Galaxy vraiment être de loin meilleur que ce qu'il est. Finalement, ce n'est pas le cas. Je m'attendais à beaucoup plus de choses du côté de l'Ouest. Du côté de l'Est, pour moi, à part, tu as parlé, Atlanta, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi bas. Je vois pas d'autres surprises d'ici. Pour moi, c'était une équipe qui allait être dans les bas-fonds. Et c'est ce qu'on voit, par exemple. Par contre, j'aurais pas vu Orlando aussi haut. Ça, c'est quelque chose que, oui, je m'attendais à ce qu'Orlando fasse les séries cette année pour la première fois de son histoire, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit ici haut. Et puis là, quand même, ils se retrouvent 4e, ce qui est quand même extraordinaire. Ils ont
c'est une des 4 équipes à avoir déjà confirmé sa présence pour les séries éliminatoires. Donc, il y a juste 4 équipes qui ont confirmé ça. Donc, Orlando aussi haut, je m'y attendais pas. Et Philadelphie, pour moi, je trouvais que Philadelphie, le fait de perdre Haris Medunjanin allait leur causer beaucoup de tort. Ben écoute, j'ai eu complètement tort moi-même parce que Philadelphie est premier. Et pourquoi ils sont premiers? Et c'est ça le plus important. Une victoire de fou hier soir. Philadelphie qui étrille Toronto FC sur le score de 5-0. Et oui, vous avez très bien entendu, 5-0 contre le leader de la MLS, Philadelphie, grâce à un Sergio Santos tout feu, tout flamme, un hat-trick pour Sergio Santos, le Brésilien, un but de Mark McKenzie qu'on avait nommé tous les deux dans notre 11 de la mi-saison, et aussi un but de l'ancien Messin, Jamiro Montero. Est-ce que tu t'attendais à ce que Philadelphie se retrouve leader de la MLS à la 20e journée de la MLS dans cette saison écourtée? Ah, c'est sûr que premier, en début de saison, non. C'est sûr que j'avais un peu plus d'espoir pour eux, disons, à la mi-saison. Mais non, c'est vraiment extraordinaire ce que l'Union fait. On en parlait un peu plus tôt, là, mais vraiment, c'est une équipe qui est vraiment allée en crescendo. Et vraiment, cette saison, c'est un peu vraiment. Ils récoltent le travail qu'ils ont semé là, durant les dernières années. Les jeunes joueurs prennent vraiment ils prennent plus d'importance. D'ailleurs, on l'a vu, Aronson est parti parce que ses performances étaient incroyables. Il n'est pas encore parti parce qu'il est reprêté, hein, donc il est encore avec Philadelphie, là, mais il s'en va en fin d'année, effectivement. Oui, exactement. Et c'est ça. L'année passée, c'était une 3e place. Moi, je pensais qu'ils allaient peut-être refaire autour de la 4e place, mais là, les voir en première position, c'est magique pour eux et je pense qu'ils le méritent. C'est une belle équipe avec vraiment des dirigeants là, qui sont parmi les meilleurs en MLS. On l'a vu, ils forment des joueurs extraordinaires, ils recrutent intelligemment. Donc, c'est un peu le Sporting Kansas City de l'Est. Vraiment, c'est un peu comme fait Kansas City avec une belle académie, un bon recrutement et finalement là, avec des joueurs qui se complémentent bien. Donc, vraiment, là, oui, si en début de saison, on m'aurait dit que Philadelphie premier, j'aurais été surpris, mais après une dizaine de matchs, là, j'aurais pas été surpris de les voir là. Ouais, ben écoute, moi, je m'attendais, comme je l'ai dit, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus difficile pour cette équipe-là. Puis les voir premiers, ça m'étonne. Après, bon, on l'a vu, il y a tellement de bons joueurs qui sortent de l'académie. Cette année, la sensation de l'année, parce que chaque année, il y a un joueur de l'académie qui vient et qui impressionne. Ben, cette année, c'est Anthony Fontana. Vraiment extraordinaire, ce joueur-là. Et battre Toronto, oui, Toronto avait beaucoup de blessures, mais vous savez quoi? Je veux plus parler de blessures parce qu'il n'y a pas une seule équipe en MLS qui n'a pas beaucoup de blessures. Il n'y en a pas une. Nommez-moi juste une seule qui a pas de blessure, ben, je vous donne ce que vous voulez. Il y a énormément de blessures à des postes clés pour chacune des équipes de la MLS que moi, l'excuse des blessures, elle est plus très viable de mon point de vue. Après, c'est comment tu as géré ton effectif. Du côté de Toronto, ben, je suis désolé, tu es supposé, en tant que meilleure équipe de la MLS, malgré tes blessures, tu es supposé pouvoir subvenir à tes besoins, surtout avec la profondeur de banc que tu as. Bon, après, c'est sûr que on comprend Mavinga blessé, Altidore blessé, ça fait beaucoup. Piatti blessé aussi, Pablo Piatti blessé. Donc oui, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais n'empêche, tu as quand même un 11 de départ qui fait du sens avec Gallardo, Pozuelo, De Leon, Delgado, Bradley, Endo, Auro, Simon, Omar Gonzalez, Larea, Westberg. Je trouve que quand même, tu as un 11 de départ qui fait du sens et qui n'est pas supposé manger une raclée de 5-0 face à Philadelphie. Donc voilà de ce point de vue-là. Et je pense que ce match-là va faire beaucoup de mal à Toronto
dans la course au Supporters Shield. On va parler un peu de ce Supporters Shield qui est le trophée que reçoit la meilleure équipe de la saison en MLS. Cette meilleure équipe-là, d'habitude, elle reçoit un trophée qui est décerné par les supporters et non pas par la Ligue elle-même. Il y a toute une histoire derrière tout ça, on vous en parlera à un moment donné. À un moment donné, le comité du Supporters Shield avait décidé de ne pas attribuer le trophée pour cette saison. Ça a rendu les gens et les joueurs, les coachs extrêmement énervés. Et finalement, le comité du Supporters Shield a renversé sa décision et a décidé que le trophée sera donné cette année. Est-ce que tu penses, pour toi, Anthony, est-ce que tu comprends la décision de ne pas vouloir donner ce trophée-là? Et deux, est-ce que tu comprends pourquoi cette décision-là a été renversée? Oui, personnellement, j'aurais aimé ça voir le trophée parce que quand même, même si c'est une saison hors norme, les joueurs, c'est comme si les joueurs se sont battus toute la saison pour essayer de récolter le plus de points possible. Et 2-3 semaines avant la fin de la saison, tu dis finalement, il n'y aura pas de trophée pour la saison régulière. Donc, il y a des équipes peut-être qui misaient sur ce trophée-là. Qui au final vont pas avoir la récompense pour leur effort. Comme par exemple Philadelphie, s'ils finissent toujours en première position, ça aurait été le premier Supporter Shield de leur histoire et malheureusement, ils ne pourront pas le savourer. Ça va jamais leur être attitré. Donc, pour ça, je suis vraiment, honnêtement, c'est dommage pour les joueurs. À la limite irrespectueux selon moi. J'ai aucun problème que tu ne donnes pas le trophée, mais tu dois le dire au début de la saison. Parce que c'est comme si après 3 mois de MLS, on se dit finalement la MLS Cup cette année, il n'y en aura pas. Mais non, vraiment, c'est dommage, mais je comprends un peu l'idée parce que au final, ce ne sera pas toutes les équipes qui vont avoir joué le même nombre de matchs. Donc, et également, pas toutes les équipes qui ont affronté les mêmes adversaires, comme je le disais un peu plus tôt. Donc, c'est sûr, ça rend les choses un peu inégales, mais c'est ça. Il aurait fallu que la décision soit dite bien avant, à la limite, juste après le MLS is back, mais là, il était trop tard pour avoir pris cette décision-là. Donc, je comprends leur raison, mais je comprends pas le geste à 3 semaines. Écoute, au moins, je suis complètement d'accord avec toi, et au moins, ils ont changé leur décision. Effectivement, le trophée sera attribué maintenant au premier de la Ligue. Donc, finalement, Philadelphie pourrait, à ce moment-là, recevoir ce trophée-là au cas où ils finissent premier de la MLS. Et c'est ça qui va être extrêmement intéressant, c'est que la course vers ce trophée-là va être de plus en plus excitante. Et pour moi, cette victoire de Philadelphie vient montrer que cette équipe-là est prête à recevoir ce trophée-là, le premier de son histoire, comme tu l'as dit un peu plus tôt. Je suis complètement d'accord. Je peux comprendre pourquoi la décision avait été prise avant. Par contre, je veux dire chapeau bas. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Et effectivement, les supporters sont loin d'être imbéciles. Ils ont remarqué que finalement, leur décision était mauvaise et ils ont quand même ils ont pu mettre leur orgueil de côté et se dire, vous savez quoi? Non, vous avez raison, on vous a écouté, on va attribuer le Supporters Shield et c'est ça qui est très intéressant. Donc, j'ai hâte de voir cette course-là, comment ça va se terminer. Jusqu'à présent, on a Philadelphie, Toronto avec 41 points qui sont en tête. Juste après eux, c'est Columbus avec 35 points et un match de moins. Donc, ils sont encore dans la course pour le Supporters Shield. Du côté de l'Ouest, il pourrait avoir Sporting Kansas City qui en 19 matchs joués seulement et 33 points. Seattle avec 18 matchs. Portland, avec 19 matchs à 32 points aussi, sont encore dans la course. Donc, ça va se jouer entre ces 6 équipes-là, même si, bien évidemment, Philadelphie et Toronto ont une bonne longueur d'avance. Ouais. Regardons un peu le calendrier de ces 2 équipes-là, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est savoir quels sont les adversaires qu'ils vont affronter. Du côté de Philadelphie, il leur reste 4 matchs.
trois matchs, pardon, contre Chicago, qui se bat pour une place en série, donc ça va être très important. Contre Columbus, à Columbus, qui va être un match extrêmement important, et contre New England. Donc, trois équipes vont être très difficiles à manœuvrer pour l'Union de Philadelphie. Tandis que du côté de Toronto, New York City FC, qui est toujours un match très compliqué pour ces deux équipes-là, entre Toronto et New York City FC, c'est toujours des matchs très, très compliqués. L'Inter Miami qui se bat pour les séries et les New York Red Bulls pour Toronto. Selon toi, qui a le meilleur calendrier de ces deux équipes-là pour remporter le Supporters Shield? Au niveau du calendrier, je trouve que des fois, on en voit que c'est vraiment là, pas le même genre de calendrier, comme Colorado qui a un gros calendrier. Mais je trouve qu'ils sont pratiquement égales, mais c'est sûr, il faut donner un avantage à Toronto qui affronte pas Columbus. Mais non, sont égales, mais je dois donner l'avantage à Toronto au niveau du calendrier. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est pareil pour moi. Je trouve que Toronto a cet avantage au calendrier. Donc voilà pour ce qui se passe, ce petit tour d'horizon de la MLS avec un gros focus sur la conférence Ouest. On va parler un peu des playoffs de USL parce que hier se sont déroulées les demi-finales, donc les finales de conférence, donc les demi-finales de USL Championship, la deuxième. Anthony, toi, en tant qu'expert de USL Championship, est-ce que tu es satisfait du niveau montré par les équipes lors de ces playoffs? Et deux, est-ce que tu es satisfait par les deux finalistes? Oui, c'est du très bon niveau. Et pour Phoenix, je pense qu'ils atteignent finalement le but qu'ils s'étaient mis d'aller en finale. Ça avait été assez difficile il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, contre Louisville, mais là, ils retrouvent la finale. Et contre Tampa Bay, ça va être une finale intéressante. Ça va être un nouveau vainqueur cette année, donc ça rend encore les choses plus excitantes. Et Phoenix veulent vraiment avoir ce trophée, je pense aussi, pour s'excuser auprès de leurs supporters. Après le scandale qu'il avait eu là, avec Flemings qui avait fait des insultes homophobes. Et je pense que depuis ce temps, Phoenix essaie de se racheter, même si certains l'ont de travers. Mais par exemple, l'entraîneur est allé dans des formations pédagogiques pour être plus sensibilisé à la cause LGBTQ. Ensuite, Phoenix, à cause du forfait contre San Diego, pouvait acquérir la finale et ils sentaient que c'était pas comme ils l'ont dit en communiqué, nous voulons pas. Nous avons toujours rêvé d'acquérir une finale, mais malheureusement cette année, on ne va pas le faire car c'est contre notre honneur, des choses comme ça. Donc la finale va jouer à Tampa Bay. Et non, ça va être une très belle finale. Phoenix, son parcours de série a été un peu tumultueux. Il a dû y avoir 2 séances de penalty, une contre Reno et une hier contre El Paso. Et ça a vraiment été des matchs là, enlevants, tandis que Tampa Bay, ça a été un chemin là, un peu plus calme, on pourrait dire. Une victoire contre Birmingham. Une victoire contre Charleston 1-0. Et puis, une victoire de 2-1 contre Louisville. Donc, ils n'ont jamais dû devoir aller en prolongation. Donc, ils ont peut-être plus les jambes fraîches, mais non, c'était tout qu'un match contre Louisville. 2 buts en première mi-temps pour Tampa Bay, dont un dans les temps additionnels. Et par la suite, là, Louisville a réduit l'écart en début de deuxième mi-temps. Mais non, vraiment, c'était un excellent match. Et j'aimerais souhaiter à Yannick Rad une bonne finale parce que pour lui, je pense que c'est une première finale. Et si je ne me trompe pas, là, c'est un des seuls représentants francophones dans cette finale. Donc, bonne chance à lui. Oui, effectivement, on salue Yannick Kra qui est déjà passé ici sur Culture Soccer. On le salue et on lui souhaite bonne chance avec les Rowdies. Les Rowdies, pour ceux qui se rappellent, c'est l'ancien club de Joe Cole, l'international anglais qui est passé quelques saisons ici en USL Championship avec les Tampa Bay Rowdies. C'est pas une équipe que on s'attendait d'arriver en finale, hein, Anthony, tandis que du côté de Phoenix, on s'attendait. C'était quand même une équipe qui était dominante l'année passée, qui a été très bonne aussi cette année. Donc, c'est pas une grosse surprise pour Phoenix. Par contre, Tampa Bay, est-ce que tu es surpris de les voir arriver là?
Tampa Bay, on sentait que ça allait arriver si c'était pas cette saison, dans les prochaines saisons. Mais j'ai l'impression qu'à l'Est, c'était un peu plus serré. Par Ça exemple, peut être beaucoup d'équipes, en fait. Donc, ouais, c'est un peu un tirage au sort, quoi. ouais, exactement. Dans l'Ouest, selon moi, c'était soit Reno ou Phoenix. Tandis que dans l'Est, moi, j'avais dit les Riverhounds, mais ça aurait très bien pu être Louisville, ça aurait très, très bien pu être Indy 11, malheureusement, qui a été éliminé dans les derniers matchs. Ça aurait bien pu être Charleston, qui faisait très bien cette saison. Donc, ça aurait pu être 4 ou 5 clubs donc, vraiment, là, c'était très relevé, la USL, comme à l'habitude cette saison, là. Ouais, effectivement, c'est une excellente ligue où les matchs sont très enlevants, comme Mm. tu l'as dit. Bah, écoute, on a parlé du USL Championship, la finale qui va se dérouler Oui, le dans deux premier, semaines? ouais, non, le 1er novembre, donc, Oui, c'est vrai. ouais, donc, dans une semaine, jour pour jour. Et c'est ça pour nos auditeurs là, européens. La finale va être un peu tard, puisqu'elle se joue à 20h30, heure de l'Est, heure du Québec. Donc, c'est un peu tard pour la France, mais si vous revenez d'une soirée, même si en COVID, COVID oblige, il n'y a pas beaucoup de soirées, mais en tout cas, Une soirée si vous virtuelle. ouais, c'est ça. Si vous revenez d'une soirée virtuelle arrosée, n'hésitez pas à écouter la rencontre. Sinon, moi, je vais y être assurément. Parfait, parfait. Et on va clôturer ce podcast-là avec un match qui nous intéresse très, très, très grandement, mon cher Anthony, parce que ce mardi, nos deux équipes se rencontrent pour la première fois de leur histoire. Donc, l'Impact de Montréal, pour moi, qui va se confronter au Nashville SC, donc ton club de cœur. Un match qui va être très important, non seulement pour nous deux, mais aussi pour une place en série. On fait une petite mise à jour du classement. Nashville a 19 matchs joués à 25 points. Montréal avec 20 matchs joués, 23 points. 2 points entre les deux. Oui, Nashville a un match en moins, mais n'empêche, ce match-là peut décider du sort de ces deux équipes-là en pleine course vers les séries. Est-ce que tu es aussi excité que moi, mon cher Anthony? Ah oui, c'est sûr. Pour l'enjeu du match en pleine course en série, comme tu viens de dire, mais de deux aussi parce que j'habite Montréal. Et vraiment, ça va être intéressant d'affronter le club de ma ville et surtout d'affronter le club de Adi. Donc, vraiment, non, j'ai hâte. Et je suis certain, là, par exemple, ce match-là aurait dû se jouer au Stade Saputo. Ouais. Si les choses s'étaient bien déroulées et tout. Donc, c'est un match que je suis certain qu'on sera allé voir ensemble. Même si avant le COVID, Nashville était dans l'Ouest. Donc, On serait allé voir ça ensemble, mais toi, tu serais avec les visiteurs et moi, je serais ouais, avec à domicile. Donc, on se serait pas assis ensemble, hein? ouais, exactement. Ben, au moins, s'il n'y avait pas le confinement au Québec, sûrement qu'on aurait regardé le match ensemble sur la télé. Donc, mais non, ça va être intéressant et je pense que les deux, là, on va plus se parler d'ici à mardi après l'enregistrement. Oui, effectivement, on va pouvoir s'en parler mardi, effectivement, après le match, ça c'est sûr. Mon cher Anthony, ça va être, je pense, grosse semaine pour nous. C'est sûr, il reste très peu. Il faut pas oublier aussi qu'il y a aussi la fin du mercato en MLS qui se termine à ce moment-là le 29 octobre. Donc, le 29 octobre, c'est jeudi. Donc, on pourrait avoir beaucoup de mouvements aussi pour les équipes qui veulent se battre pour les séries. Ça n'a pas été très mouvementé cette année à cause de la pandémie, bien évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver d'ici à jeudi. Euh, Mm. voilà, ça va clôturer notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que la semaine prochaine, je vais pouvoir me moquer librement de toi après une belle défaite de Nashville. Euh, mais sinon, ben écoute, je veux te remercier d'avoir été là, mon cher Anthony. Ben, merci à toi, vraiment. C'était très intéressant cette semaine et vraiment, ça va être une fin de saison, là, comme à l'habitude pour la MLS, une fin de saison assez
assez extraordinaire. Et je te souhaite une belle performance de Rudy Camacho mardi. Alors, ça risque d'être très difficile. Bon, ben parfait, ben excellent. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de Culture Soccer et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on fera un focus sur la conférence de l'Est. Culture Soccer.